Plaçons-nous toujours dans le chapitre 1, en terminale, SP, l'origine du génotype des individus. Donc nous avons vu déjà 2 cours et un bilan a également été proposé il y a quelque temps déjà. Nous allons essayer aujourd'hui de comprendre les relations de dominance et de récessivité et nous parlerons également de codominance. Chaque paire d'allèles résultant d'une fécondation est constituée de 2 allèles identiques, dans le cas d'une homozygosie, ou bien de 2 allèles différents, dans le cas d'une hétérozygosie. Alors 2 allèles identiques, par exemple si on prend un gène qui gouverne quelque chose, on va dire un gène grand A, avec ses allèles grand A et petit a, donc grand A serait homozygote, petit a serait homozygote également, et grand A, petit a serait hétérozygote. Donc ça veut dire qu'une cellule œuf qui résulte de l'association d'un allèle grand A et d'un allèle petit a, par exemple, sera un individu qui sera hétérozygote. Et si une cellule œuf résulte de la fécondation d'un spermatozoïde qui contient par exemple grand A et d'un ovule qui contient grand A également, eh bien l'individu résultant, la cellule œuf en fait, puis l'organisme ensuite, donnera des cellules qui seront toutes grand A, donc homozygote. Et même raisonnement pour petit a, homozygote également. Donc nous allons essayer de comprendre les relations de dominance et de récessivité en fonction de l'équipement chromosomique chez les organismes que l'on appelle diploïdes, par exemple sur le système ABO. Alors diploïde, ça veut dire qu'ils contiennent 2 N chromosomes. En fait, l'espèce humaine contient par exemple 23 paires de chromosomes, 23 paires, donc ça veut dire qu'il y a 46 chromosomes et que chaque chromosome a son double. Mais les chromosomes que l'on dit homologues, donc qui sont en théorie identiques, diffèrent en fait par leurs allèles. Parce qu'il y a tant de gènes sur tel chromosome, donc il y a tant d'allèles des gènes sur tel chromosome, mais les allèles ne sont pas forcément identiques d'un chromosome homologue à l'autre chromosome homologue. Par exemple, un chromosome homologue pourrait posséder un chromosome d'une paire, admettons la paire numéro 16, admettons. Donc il y aurait 2 chromosomes homologues, numéro 16, mais l'un peut posséder par exemple un allèle grand A et l'autre petit a. Ou bien, donc dans ce cas, l'individu serait, pour ce gène, serait hétérozygote, et s'il avait petit a, eh bien l'individu serait homozygote, de même que s'il y avait grand A. Donc voilà, nous allons prendre l'exemple du système ABO tout à l'heure pour essayer de comprendre. Donc je répète encore une fois, puisque c'est l'objet du cours aujourd'hui, que nous allons essayer de comprendre la notion de dominance et de récessivité et d'expliquer la relativité de cette dominance en expliquant pour cela son origine moléculaire. Alors n'oublions pas que on a compris les notions de phénotype et de génotype. Le génotype, on parle de gènes, le phénotype, on parle de caractères que l'on voit, qui peuvent être macroscopiques, microscopiques ou cellulaires. Bon. En gros, les caractères macroscopiques, c'est ce que l'on voit de vous. Et ce que l'on voit de vous provient d'un gène, donc d'un plan qui a été mis en place dès l'instant où la cellule œuf s'est constituée. Et quand il y a eu des divisions cellulaires, en fait, eh bien, de fil en aiguille, l'organisme s'est constitué au cours de l'embryogenèse, puis un petit peu plus tard, au cours de la vie fœtale, qui correspond plus à la formation, à l'agrandissement entre guillemets des organes qui ont été formés au cours des 3 mois chez l'homme, enfin chez la femme, que l'on appelle l'embryogenèse. Embryogenèse, genèse de l'embryon. Puis ensuite c'est la vie fœtale. L'embryon c'est 3 mois. Ensuite de 3 mois à 9 mois c'est le fœtus. Donc alors, la notion de dominance concerne historiquement le phénotype. Mais
il est d'usage d'utiliser également les mots de dominant et de récessif pour qualifier les allèles. Donc on dit un allèle dominant, par exemple l'allèle grand A, et un allèle récessif, c'est-à-dire petit a. Donc récessif, ça veut dire que l'allèle récessif petit a ne s'exprimerait pas. Pourquoi? Parce que l'allèle grand A s'exprime. Alors quand on dit s'exprime, ça veut dire il faut penser à la biosynthèse des protéines, transcription, maturation des ARN messagers, puis traduction dans le cytoplasme en protéines, donc en un assemblage d'acides aminés. Le phénotype, lui, c'est ce qui résulte de l'expression d'allèles. Donc nous allons essayer de comprendre à tous les niveaux l'établissement d'un caractère en prenant l'exemple du groupe sanguin, donc le système ABO, grand A, grand B, grand O. Donc qui sont, on va dire, les gènes, gène grand A, gène grand B, gène grand O, mais il y aura des allèles grand A, allèle grand B, allèle grand O. Et nous verrons que le phénotype qui va s'exprimer sera variable selon que l'on a grand A, grand B ou O. Donc vous avez tous peut-être une carte de groupe sanguin et c'est marqué dessus, hein, regardez, jetez un œil, si vous êtes O+, par exemple, alors on est dans le système ABO, mais le plus c'est le système Rhesus, hein, c'est autre chose. Là nous allons parler que du système ABO que nous allons survoler, on ne va pas tout expliquer en détail, hein. C'est juste pour mettre en évidence la notion de récessivité et de dominance. Donc vous connaissez, hein, ces notions en général de dominance et de récessivité, en particulier pour ce caractère correspondant au groupe sanguin, et l'explication de ce phénomène reste à faire. Cet exemple va nous permettre d'expliquer le phénotype macroscopique à partir du phénotype moléculaire. Phénotype moléculaire et phénotype macroscopique qui en résulte. Puisque le phénotype cellulaire dépend du phénotype moléculaire et le phénotype macroscopique dépend du phénotype cellulaire. Beaucoup de choses à comprendre en génétique. Donc je vous disais que cet exemple des groupes sanguins, donc du système ABO, va permettre d'expliquer le phénotype macroscopique à partir du phénotype moléculaire et va permettre également de relier la présence de marqueurs aux hématies aux allèles du gène du système ABO. Donc, puisque le système ABO va s'exprimer en fait au niveau des hématies. Et on verra que dans la membrane des hématies, donc il y a des marqueurs A, B ou O. Alors ça peut être marqueur A uniquement, marqueur A et B, donc deux marqueurs, et marqueur que B ou que O. On va en parler. Donc nous allons essayer de... Enfin, vous avez compris la notion d'homozygosie et d'hétérozygosie, hein. On prend un gène particulier, par exemple avec ses allèles grand A ou grand A, petit a ou petit a. Homozygote, c'est... On a les deux mêmes allèles, par exemple grand A ou petit a. Et hétérozygote, hétéro, ça veut dire on a deux allèles, grand A et petit a, par exemple. Donc vous verrez, vous commencez à comprendre que pour le système ABO, si on a l'allèle A, on pourrait, enfin l'individu qui possède l'allèle A peut également posséder un deuxième allèle A, ou bien le deuxième allèle peut être B, ou bien le deuxième allèle peut être O. Donc l'individu serait, s'il est AA, il sera homozygote pour l'allèle grand A. S'il est BB, homozygote, OO, homozygote. Par contre, s'il est AB, hétérozygote, AO ou BO, hétérozygote, et OO, homozygote. Et la présence de ces marqueurs, en fait, correspondrait, donc la présence des marqueurs sur les hématies correspondrait au phénotype.
qui proviendrait de l'expression du génotype. Mais on verra que l'allèle A va s'exprimer pour donner une protéine fonctionnelle qui sera une enzyme. Et l'enzyme va avoir un rôle particulier qui va faire que, on en parlera tout à l'heure. Essayez d'y réfléchir un petit peu déjà. Donc, nous allons essayer de... Donc, dominance, récessivité, codominance, nous allons en parler. Et nous prendrons également l'exemple de la mucoviscidose. Donc, je vous invite à aller voir d'autres cours où j'ai largement expliqué ce que c'était que la mucoviscidose. J'ai fait plusieurs vidéos qui sont très complètes. Si vous voulez vous amuser à les regarder, allez-y sur ma chaîne YouTube. Donc nous allons parler également, concernant la mucoviscidose, de la transmission de cette maladie au sein de deux familles. Alors tout à l'heure, je vous ai dit donc les différentes combinaisons d'allèles pour le système ABO et les groupes sanguins associés. Donc par exemple, et on en reparlera après, mais je peux déjà vous dévoiler les choses, ce qui vous permet de mieux comprendre après ce que je vais dire. Donc on a un tableau et il y a les allèles, les marqueurs produits et les groupes sanguins. Les allèles peuvent être grand A, ou bien grand A, petit o, enfin grand A et O, donc allèle grand A, allèle grand O. Et dans ces conditions, les marqueurs produits seront grand A, marqueur grand A. Et le groupe sanguin serait grand A, qui correspond globalement au phénotype en fait. Et puis, un individu peut être grand B, donc posséder les deux allèles grand B, ou bien un autre individu peut être grand B et O. Donc deux allèles hétérozygotes, donc dans ce cas-là hétérozygote, BO, et le marqueur produit sera grand B, et le groupe sanguin sera, donc le phénotype sera grand B. Alors quand on dit le marqueur produit, le grand B, c'est le marqueur grand B. Ce n'est pas l'enzyme qui va fixer quelque chose sur autre chose, et cet ensemble de deux choses, de deux molécules, va aller se fixer sur la membrane. On va en parler après. Mais peut-être que vous avez une petite idée déjà de quoi je parle. Dans ce cas, ça voudrait dire que vous avez déjà compris et que vous pouvez arrêter le cours. Et un autre individu peut être homozygote OO, donc deux allèles, O et O, et à ce moment-là, il n'y a pas de marqueur produit, et dans ce cas, le groupe sanguin serait du groupe sanguin O. Et un autre individu peut très bien posséder les deux allèles grand A et grand B. Dans ce cas, les marqueurs produits seront à la fois grand A et à la fois grand B. Et le groupe sanguin serait, donc le phénotype serait AB. Un autre exemple que nous verrons tout à l'heure, c'est le cas d'une fleur que l'on appelle le muflier. Le muflier peut être rose lorsqu'il y a un cas de codominance. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la couleur rose est due à la présence d'un seul allèle grand R et à la production d'une seule dose de pigment rouge. Alors, je ne vous donne pas plus d'explications, mais essayez de comprendre pourquoi on a des mufliers qui peuvent être roses, blancs ou rouges. Là, je vous ai parlé du rose. Codominance. Je n'ai pas parlé de dominance et de récessivité. Donc ça veut dire que des couples d'allèles, pour un gène particulier, peut quelquefois donner un phénotype intermédiaire entre deux phénotypes extrêmes. Par exemple, on aurait un phénotype rouge, muflier rouge, un phénotype blanc, muflier blanc, qui proviendrait de l'expression d'un gène. Mais si l'individu a les deux allèles, par exemple grand R, petit r, alors on n'aurait pas que du rouge ou que du blanc. Alors que du rouge si l'allèle est dominant. Non, il y aurait à la fois du rouge et du blanc qui donnent une couleur intermédiaire. Et vous avez compris qu'il y a formation d'un pigment lorsqu'il y a l'expression d'un allèle à l'intérieur des cellules de fleurs de muflier. Bon, là, c'est un petit peu vague ce que je vous dis, vous allez mieux comprendre tout à l'heure.
Mais je vous tends des perches pour que vous essayiez de comprendre aussi. Vous mettez sur pause et essayez de comprendre, de réfléchir. Vous avez un manuel, eh bien regardez, cherchez, faites des recherches. Ensuite, la diploïdie, donc un organisme diploïde donc qui possède des paires de chromosomes homologues en fait. La diploïdie peut limiter les effets d'une mutation. Pourquoi? Eh bien, quand l'allèle muté conduit à la production d'une protéine non fonctionnelle, comme on le verra dans le cas de la mucoviscidose, eh bien le second allèle, qui est normal, qui n'a pas été muté, peut très bien permettre la production d'une version fonctionnelle et conduire à un phénotype normal. Bon, c'est le cas pour la mucoviscidose, on l'a dit, pour laquelle la présence d'un seul allèle fonctionnel suffit à produire une quantité de protéines CFTR permettant au mucus d'être fluide. Alors bien sûr, si vous n'avez jamais étudié la mucoviscidose, vous ne savez pas ce que c'est que le gène CFTR. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors on y va pour les explications un petit peu plus détaillées. Donc comprendre la notion de dominance et de récessivité. Donc comprendre les relations de dominance et de récessivité en passant par la codominance. Nous avons déjà parlé de Mendel. Mendel parlait de certains traits de caractère. Certains traits de caractère sont dominants. C'est lui qui a dit ce mot-là. Il n'a pas parlé de récessivité et de codominance, mais il a juste introduit le terme dominant. Ça veut dire que des traits de caractère sont dominants par rapport à d'autres traits de caractère qui ne le sont pas. Voilà. On avait pris l'exemple de graines de petits pois qui peuvent être ridées ou lisses, ou bien de graines de petits pois qui peuvent être vertes ou jaunes. Donc certains traits de caractère sont dominants car ils apparaissent systématiquement s'ils sont présents. Un trait de caractère invisible, bien que présent, est qualifié de récessif. Ça, c'est pas Mendel qui l'a dit, enfin je pense pas du moins. Ces relations de dominance et de récessivité sont aujourd'hui interprétées comme résultant de la présence de deux allèles différents d'un même gène. Donc on a deux allèles, on a un allèle qui peut être dominant et l'autre récessif, dans le cas d'une diploïdie, dans le cas où on retrouve des chromosomes homologues en fait. Donc ces deux allèles dominants ou récessifs vont pouvoir s'exprimer, transcription, vous voyez, traduction, donnant une protéine qui peut être enzymatique ou autre, et on obtient un phénotype qui sera dominant ou récessif. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, en général, historiquement, on parlait de dominance et de récessivité concernant le phénotype. Mais d'usage, il est d'usage de dire que les allèles, on peut dire que des allèles sont dominants ou récessifs. Donc comment la combinaison de deux allèles peut-elle déterminer le phénotype? Alors, parlons déjà essayons de voir, de comprendre, donc deux allèles pour un seul caractère phénotypique. Alors, sur la membrane des globules rouges, il y a des marqueurs de surface, globules rouges ou hématies, ou érythrocytes. Ce sont trois termes différents pour dire globules rouges. Donc si on regarde au microscope, alors électronique, à balayage ou autre, on voit des marqueurs membranaires qui sont bien présents, qui sont bien réels. Ce sont des marqueurs. Et les marqueurs, c'est quoi? Ce sont des molécules. Donc ça veut dire que il y a des allèles, alors au niveau des globules rouges, qui s'expriment, il y a des allèles A, B ou O. Alors voilà, je savais que vous alliez me le dire. Vous allez me dire que les hématies n'ont pas de noyau et donc n'ont pas de chromosomes. Alors vous avez raison. Alors si je vous dis les allèles vont s'exprimer dans les hématies, j'ai tout faux. Mais il faut voir que c'était avant que l'hématie devienne hématie. Donc les marqueurs ont été produits avant, quand le globule rouge avait encore son noyau.
dans les tissus hématopoïétiques. Je ne vous en parle pas. Donc, imaginons l'ancêtre du globule rouge qui possédait encore le noyau avant de le perdre, eh bien, possédait des allèles A, B ou O. L'expression génotypique donnait les phénotypes A ou B ou AB ou O. Donc le phénotype pouvait être A, B, AB ou O. Alors, pas les 4 en même temps, mais 4 phénotypes pour 3 allèles. Bon. Le groupe sanguin, eh bien, c'est l'un des nombreux caractères qui définissent le phénotype d'un individu. Les groupes sanguins A, AB, alors on va dire dans l'ordre A ou B ou AB ou O, correspondent à la présence ou à l'absence de certaines molécules que l'on appelle des marqueurs. Tout à l'heure, je vous dis, en microscope électronique, on voit sur la surface des hématies des marqueurs. On les voit bien. Regardez sur Internet, hein, vous tapez marqueurs de surface, hématie, et vous allez trouver des images où vous voyez des marqueurs membranaires qui sont représentés. Donc, les groupes sanguins A, B, AB ou O correspondent à la présence ou à l'absence de marqueurs, de certaines molécules que l'on appelle des marqueurs, à la surface de la membrane plasmique des hématies, donc des globules rouges. Le système ABO est le principal système de groupage sanguin. Mais il en existe d'autres. Tout à l'heure, je vous avais parlé du système Rhésus, mais c'est autre chose. Quand on dit on est A+, ou O+, ou B+, ou B, hein, B-, ça veut dire qu'on a le groupe, on parle du système ABO, et en plus du système Rhésus. Le système Rhésus, c'est un autre gène. Donc on aurait l'allèle dans le système Rhésus, on aurait le gène avec ses allèles plus ou moins. Allèle Rhésus plus ou Rhésus moins. Alors, prenons l'exemple de l'allèle A qui va donner le marqueur A. Donc au niveau des hématies. La synthèse des marqueurs du système ABO résulte de l'expression génétique. Elle se fait en plusieurs étapes. La dernière étape est une réaction chimique qui consiste à fixer une substance sur un précurseur que l'on nomme H, donc grand H. Donc vous imaginez, on a un précurseur grand H. Par exemple, voilà, on a grand H. Donc je vous ai dit que l'expression génétique se fait en plusieurs étapes. Je répète, hein. La dernière étape est une réaction chimique qui consiste à fixer une substance sur un précurseur grand H. Je vous ai dit le précurseur grand H. Et on veut fixer une substance sur le précurseur grand H. Mais comment c'est possible ça? Comment est-ce que l'on peut fixer une molécule sur le précurseur grand H? Eh bien, cette réaction, elle est catalysée par une enzyme qui est codée par un gène situé sur le chromosome numéro 9. Et il existe plusieurs allèles de ce gène. Donc ça veut dire que une substance se fixe sur un précurseur à condition qu'il y ait une enzyme qui permette la fixation. Vous avez compris? Donc, je répète que la synthèse des marqueurs du système ABO résulte de l'expression génétique. Elle se fait, cette expression génétique, en plusieurs étapes.
Donc, transcription, maturation de l'ARN messager, traduction, donc en plusieurs étapes. Et la dernière de ces étapes est une réaction chimique qui consiste à fixer une substance sur un précurseur nommé H, et cette réaction est catalysée par une enzyme codée par un gène situé sur le chromosome numéro 9. C'est compris? Donc voilà. Alors, il existe plusieurs allèles de ce gène. Alors l'allèle grand A va coder pour une enzyme grand A qui permet de fixer le N-acétylgalactosamine, que l'on appelle NAC, NAC, sur le précurseur grand H, ce qui forme le marqueur grand A. Alors, avec nos petits instruments, donc on a bien le précurseur grand H, on a NAC ici, donc N-acétylgalactosamine, et on a l'enzyme grand A qui provient de l'expression de l'allèle grand A. Et l'enzyme grand A permet la fixation du N-acétylgalactosamine sur le précurseur grand H. Et l'enzyme ensuite, elle a fait sa fonction, hop, elle s'en va, elle disparaît, et on se retrouve avec une molécule formée de 2 molécules. Et ça, c'est le marqueur qui vient sur la membrane des hématies. Donc ça, c'est le marqueur grand A. Donc le phénotype serait le phénotype grand A, parce qu'il y a des marqueurs grand A sur la membrane des hématies, provenant de l'expression de l'allèle grand A qui donne une enzyme grand A, qui permet la fixation de la N-galactosamine, donc d'une molécule, sur le précurseur grand H. Vous avez compris? Donc N-acétylgalactosamine, grand H. Mais si on a l'allèle grand B, eh bien, il va coder pour une enzyme qui permet la fixation du galactose sur le précurseur grand H, ce qui forme le marqueur grand B. Donc dans ce cas, on aurait toujours le marqueur grand H, mais comme tout à l'heure on avait l'enzyme B, vous reconnaissez le petit poisson, on avait l'enzyme B qui permettait la fixation du N-acétylgalactosamine, mais là on n'a pas l'enzyme B, on a, je vais prendre par exemple ça, on n'a pas l'enzyme B, enfin on a l'enzyme B, mais qui ne permet pas la fixation du N-acétylgalactosamine, mais qui permet la fixation, par exemple, du galactose. Donc l'enzyme B permet la fixation du galactose. Et alors l'enzyme B provient de l'expression de l'allèle B, donc transcription, maturation des ARN messagers, traduction en enzyme B qui permet la fixation du N, enfin pas du N, mais qui permet la fixation du galactose, GAL, GAL, sur le précurseur, qui lui est toujours le même. Donc ce qui forme le marqueur grand B, qui va s'insérer dans la membrane des hématies. Donc si l'individu est grand A, on aurait le marqueur grand A sur la membrane des hématies. S'il est AO, donc hétérozygote, même principe. Par contre, si l'individu est grand B, on aura ce marqueur sur la membrane des hématies, donc marqueur grand B. Donc s'il est grand B, on aura ce marqueur grand B. S'il est grand B, grand O, on aura ce marqueur. Donc, on a toujours le point commun qui est H. Et si N-galactosamine est fixée grâce à l'enzyme A, on obtient le marqueur grand A. Et si par contre l'enzyme B fixe le galactose, on aura le marqueur grand B. Et l'allèle O, lui, si on a l'allèle O,
il code pour une enzyme qui n'est pas fonctionnelle. Donc qui ne permet pas la fixation de quelque chose, par exemple le N-galactosamine, le N-acétylgalactosamine. Donc non, ça ne marche pas. Ou alors le galactose, non, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on se retrouve uniquement avec l'allèle, avec le précurseur grand H qui n'a rien de fixé sur lui. Mais grand H est quand même là sur la membrane des hématies. Donc ça veut dire que on a bien le précurseur grand H, mais on n'a aucun marqueur. Il n'y a rien de synthétisé. Alors, le marqueur grand H, il n'est pas forcément sur la membrane, ou il est sur la membrane, peu importe. En tout cas, il n'y a rien de fixé. Et donc, quand on a l'allèle grand O, alors O s'exprime, enfin le phénotype O s'exprime uniquement dans le cas d'une récessivité. Il faut que l'individu soit OO. Donc, il possède les deux allèles identiques, donc il soit homozygote, en fait. Donc, vous avez compris que, et ça donc ces allèles sont trouvés sur le chromosome numéro 9. Donc lorsque l'on a la paire de chromosomes numéro 9, l'un peut posséder un gène, un allèle grand A, et l'autre l'allèle grand A, donc on aurait AA, ou alors l'allèle grand A et l'autre l'allèle grand B, ou grand A O sur l'autre chromosome, ou on peut très bien également avoir l'allèle grand B. Bon, vous avez compris, hein, grand B, ou grand B, grand B et O, ou alors O, O, et à ce moment-là, ça s'exprime si c'est OO uniquement. Enfin, le phénotype OO s'exprime uniquement dans le cas d'une... il faut qu'il y ait les deux allèles O, en fait, donc, puisque c'est récessif. L'allèle est récessif. Les allèles A et B sont dominants, en fait. Donc, ils s'expriment dès l'instant où il y a grand A ou grand B. Il y a expression, donc formation, après biosynthèse des protéines enzymatiques, il y a expression, donc formation des marqueurs qui viennent s'insérer dans la membrane des hématies. Donc, vous avez compris que l'expression génétique permet la biosynthèse d'une enzyme, donc une protéine enzymatique en fait, donc une succession d'acides aminés, qui va catalyser la réaction de la fixation d'une molécule sur le précurseur grand H. Et cette molécule peut être le N-acétylgalactosamine dans le cas de l'allèle grand A, de l'expression de l'allèle grand A, ou bien peut-être, si c'est le galactose qui se fixe sur le marqueur grand H, sur le précurseur grand H, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que je dis là, donc si l'allèle grand B code pour une enzyme grand B qui permet la fixation du galactose sur le précurseur, donc on aura donc la biosynthèse, pas la biosynthèse, mais la formation d'un produit à partir de deux substrats, d'un substrat en tout cas, et puis on aurait le marqueur A ou le marqueur B ou le marqueur O. Donc à un gène correspondent deux allèles lorsque les organismes sont diploïdes, c'est-à-dire qu'ils possèdent des paires de chromosomes homologues, et chacun des deux allèles, enfin les deux allèles proviennent de gamètes, un allèle provient d'un spermatozoïde et l'autre allèle provient de l'ovule. Au cours de la fécondation, évidemment, donc spermatozoïde et ovule, fécondation, on obtient un organisme, donc une cellule œuf en fait au départ, avec deux allèles, donc deux allèles pour un gène considéré. Donc la cellule œuf, elle est diploïde et non pas haploïde. Haploïde, ça veut dire un seul lot de chromosomes, c'est le cas des spermatozoïdes et des ovules, et diploïde, ça veut dire deux lots de chromosomes, c'est le cas de la cellule œuf et de toutes les cellules qui vont en résulter. Donc l'haploïdie, en fait, n'a lieu que dans les cellules sexuelles. Donc lorsqu'il y a une fécondation, chaque individu hérite d'un chromosome de l'un des parents et du chromosome homologue provenant de l'autre parent.
les cellules sont diploïdes dans ce cas-là, et chaque gène est donc représenté par 2 allèles. Chaque gène est représenté par 2 allèles, et si les 2 allèles sont identiques, on dit que l'individu est homozygote. Et si les 2 allèles sont différents, on dit que l'individu est hétérozygote. Donc on a bien là la notion de dominance et de récessivité qui se met en place, puisque chez les individus homozygotes, eh bien, l'allèle s'exprime automatiquement pour donner une protéine suite à la transcription, à la traduction. Et pour l'individu hétérozygote, eh bien, les 2 allèles ne s'expriment pas forcément. L'un peut être dominant par rapport à l'autre qui dans ce cas est récessif. Et l'allèle récessif ne s'exprime que s'il est à l'état de double récessivité, donc à l'état homozygote. Par exemple, on prend le gène grand D qui code pour X choses. Si on a DD, on a 2 allèles grand D. Si on a grand D, petit d, on a un allèle grand D et un allèle petit d. Dans ce cas, on a le phénotype grand D si grand D est dominant, puisque petit d ne s'exprime pas puisqu'il y a grand D. Et si on a petit d, à ce moment-là, on a 2 allèles qui vont pouvoir s'exprimer dans le sens où on aura un phénotype petit d, donc homozygote. Alors, la notion de dominance est une notion relative, puisque on va prendre l'exemple d'un muflier, qui est une plante, et on va voir qu'il y a une notion de codominance. Alors, c'est pas compliqué parce que vous avez des mufliers rouges, vous avez des mufliers blancs, et vous avez des mufliers roses. Donc, rouge, blanc, pigment rouge, blanc, pas de pigment, et si vous avez rose, ça veut dire que vous avez un petit peu de pigment rouge qui se mélange avec du blanc et ça donne du rose. Alors comment? Donc ça c'est le phénotype. On voit que la fleur est rouge, rose ou blanche. Donc on a bien un phénotype rose, rouge ou blanc. C'est ce que l'on voit. C'est le caractère, donc c'est le phénotype macroscopique. Mais dans le cas du muflier, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que dominance ou que récessivité, il y a codominance dans le cas où les 2 allèles sont présents. Alors, on va voir ça. Lorsque le phénotype est dominant grand R, alors grand R est dominant, donc le gène, donc l'allèle grand R est dominant. Si on a grand R, on a du rouge. On a formation d'un pigment rouge. Si on a petit r, eh bien on a formation d'aucun pigment, donc la plante est blanche. Mais s'il y a grand R et petit r, alors on n'a pas, comme tout à l'heure, la dominance de grand R par rapport au petit r, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas que des mufliers rouges. Du fait qu'il y a grand R et petit r, il y a codominance. Ça veut dire qu'il y a du rouge, mais un peu de blanc qui se mélange pour former du rose. Donc lorsque le phénotype correspond à un seul allèle, il est qualifié de dominant. Le phénotype est récessif si la présence des 2 allèles est nécessaire pour que le trait de caractère soit exprimé. Si les 2 allèles interviennent conjointement dans le phénotype, on parle alors de codominance. C'est ce que je vous ai dit. Si on a grand R, on a une dominance rouge. Si on a grand R, petit r, on n'a pas la dominance rouge du fait qu'il y a grand R, mais on a la codominance, c'est-à-dire une couleur intermédiaire. Et la récessivité, elle, ne s'exprime que si on a petit r, petit r. Donc il faut que les 2 allèles interviennent en même temps, donc grand R et petit r. On parle alors de codominance pour que le phénotype qui résulte de l'expression des gènes devienne un phénotype rose. Donc chez le muflier, la couleur des fleurs est gouvernée par un seul gène. L'allèle grand R conduit à la production d'un pigment rouge, alors que l'allèle petit r ne permet pas la synthèse de ce pigment.
Le phénotype dépend donc de l'expression d'un seul allèle grand R. Cependant, on observe un phénotype intermédiaire chez les plantes hétérozygotes, car la quantité de pigments produite est alors inférieure à celle produite par les homozygotes possédant les deux allèles grand R. Ce phénotype est assimilable à un cas de codominance. Donc, allèle grand R, pour deux chromosomes homologues, on a deux doses de pigments. Donc, le phénotype est rouge. Le pigment rouge donne un phénotype rouge. Et s'il n'y a pas de pigment, on a un phénotype blanc. Et s'il y a à la fois grand R et petit r, chez les cellules diploïdes, hétérozygotes dans ce cas-là, eh bien on a un phénotype intermédiaire qui est rose. Et si on a petit r, on n'a pas de pigment, on a 0 dose de pigment. Alors la plante est blanche. C'est compris? Alors si c'est compris, c'est très bien. Maintenant, un seul allèle fonctionnel peut parfois suffire. Dans le cas d'une maladie que l'on appelle la mucoviscidose, dont j'ai très largement parlé dans d'autres vidéos, je vous invite à y aller. Bon, ce sont des vidéos qui durent assez longtemps, l'explication est assez complète. Alors, je vous dis globalement, d'abord, la mucoviscidose, c'est une maladie qui est très grave, mucoviscidose. Il y a un gène que l'on appelle le gène CFTR qui est porté par le chromosome numéro 7. L'expression de ce gène donne une protéine que l'on appelle également CFTR, protéine qui est retrouvée dans les tissus pulmonaires et dans les tissus digestifs. Cette protéine CFTR vient s'enficher dans la membrane plasmique des cellules pulmonaires et digestives. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, par rapport à la cellule, par rapport à la membrane, il y a d'un côté le milieu extérieur, donc l'environnement, et de l'autre côté le milieu intérieur. Dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans la cellule pulmonaire ou digestive, alors pas n'importe lesquelles, mais là j'en parle pas, il y a des ions chlorure, Cl-. Eh bien, le rôle de la protéine CFTR, c'est de faire passer les ions chlorure dans le milieu extérieur. Et ces ions chlorure, dans le milieu extérieur, permettent la fluidification du mucus. Or, dans le cas de la mucoviscidose, le gène CFTR est déficient, donc la protéine CFTR est déficiente, donc on se retrouve avec une protéine qui peut être enfichée dans la membrane, mais qui ne fait pas passer les ions chlorure du milieu intérieur vers le milieu extérieur. Et de ce fait-là, il n'y a pas fluidification du mucus, et donc la personne a les voies aériennes ou digestives très encombrées par du mucus, et donc problème de respiration, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle la mucoviscidose. Donc la mucoviscidose, c'est bien une maladie génétique qui se caractérise par la production d'un mucus anormalement visqueux. Donc c'est un phénotype mucus visqueux, provoquant de graves troubles respiratoires et digestifs. Le gène CFTR, qui est situé sur le chromosome numéro 7, alors je répète, j'approfondis un petit peu, dirige dans les tissus pulmonaires et digestifs la synthèse d'une protéine que l'on appelle la protéine CFTR. Une fois qu'elle est produite, celle-ci s'implante dans la membrane plasmique et permet la sortie d'ions chlorure Cl-. Nécessaire, cette sortie, donc ces ions chlorure, à la fluidification du mucus qui est élaboré par les cellules elles-mêmes. Mais ça, c'est un mécanisme tout à fait normal. L'allèle muté le plus fréquent conduit à la production d'une protéine CFTR non fonctionnelle. Néanmoins, donc qui provoque la mucoviscidose, maladie très grave. Néanmoins, chez les individus hétérozygotes, tout à l'heure on parlait de homozygote qui donne la maladie grave, mais si l'individu est hétérozygote, eh bien ça veut dire que la quantité de protéines CFTR produite à partir d'un seul allèle normal va quand même permettre une sortie suffisante d'ions chlorure et donc fluidification du mucus à l'extérieur. Donc ça veut dire, sur le chromosome numéro 7, la mucoviscidose est une maladie récessive. Pourquoi? Parce qu'il faut que les deux allèles CFTR s'expriment
Alors si CFTR est non fonctionnel, donc on a un allèle muté, admettons, CFTR non fonctionnel ou sur l'autre allèle CFTR fonctionnel, dans ce cas-là, on n'a pas trop la mucoviscidose. Ça veut dire qu'il y a quand même fluidification du mucus parce qu'un peu de protéine CFTR est quand même enfiché dans la membrane de manière tout à fait normale et permet la sortie des ions chlorureux. Par contre, si on a CFTR non fonctionnel sur un chromosome 7 et sur le chromosome homologue, si on a la même chose, donc CFTR non fonctionnel, dans ce cas, on a bien la mucoviscidose parce que il n'y a pas de protéine CFTR fonctionnelle, les ions chlorureux restent dans la membrane, dans la cellule en tout cas. Donc voilà. Donc vous pouvez vous amuser à partir de mon cours à envisager toutes les combinaisons possibles pour le gène du groupe sanguin qui détermine le système ABO et vous pouvez expliquer les phénotypes qui en résultent. Je vous ai expliqué très largement. Et vous pouvez expliquer également l'origine du phénotype des fleurs de muflier rose, oui. Et vous pouvez justifier la qualification de maladie récessive donnée à la mucoviscidose et expliquer pourquoi la diploïdie peut limiter les effets d'une mutation. Donc voilà. On a compris que il y a des relations de dominance et de récessivité en relation avec les allèles de certains gènes, enfin de beaucoup de gènes en fait. Donc nous sommes des individus où il y a du polyallélisme, c'est-à-dire beaucoup d'allèles. On n'a pas tous les mêmes allèles, on a des combinaisons alléliques très très compliquées. Donc voilà. Alors, petit bilan, donc toujours dans le chapitre l'origine génotype des individus, nous avons bien compris les relations de dominance et de récessivité que l'on a mis en place. Nous avons bien compris que chaque paire d'allèles qui résulte de la fécondation est constituée de deux allèles identiques dans le cas d'une homozygosie ou de deux allèles différents dans le cas d'une hétérozygosie. Et nous avons bien compris les notions de dominance et de récessivité en fonction de l'équipement chromosomique chez les diploïdes, chez les organismes diploïdes, par exemple sur le système ABO, mais nous avons également parlé de fleurs mufliées avec trois types de couleurs que vous pouvez maintenant facilement expliquer. Et on a parlé également de la mucoviscidose, que vous pouvez, une maladie génétique récessive, puisqu'il faut que les deux allèles soient à l'état récessif, double récessif pour s'exprimer sur le chromosome numéro 7. Donc vous avez compris, notion de dominance et de récessivité. Le cours est terminé. Merci.